l'honneur et le plaisir de commenter cette session avec mon ami professeur Sissoko et notre ami professeur Rzaoui. Donc, alors sans trop tarder, la première présentation, voilà. Donc la première présentation sur la prééclampsie qui va durer 20 minutes avec 10 minutes de discussion. Je vous donne la parole, madame, vous avez 20 minutes. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens de remercier la STGE de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler justement du dépistage de la prééclampsie au cours du premier trimestre. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, pour introduire le sujet, il convient de rappeler, il y a un problème. On vient de rappeler que la prééclampsie est une maladie systémique de la grossesse qui touche 2 à 8% des femmes enceintes et qui constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle et périnatale, dont le retard diagnostique est le facteur majeur. Il y a un retard. Donc, le groupe de travail de collège américain a défini 4 catégories, 4 types de troubles hypertensifs, à savoir la prééclampsie et l'éclampsie, l'HTA chronique, la prééclampsie surajoutée et l'HTA gravidique, et a défini la prééclampsie comme étant l'apparition de chiffres tensionnels élevés au-delà de 14,9 cm de mercure, au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, associés à une protéinurie qui est cliniquement significative, ou bien à des signes d'atteinte multiviscérale tels que la thrombopénie, l'insuffisance rénale, la cytolyse hépatique et les signes neurosensoriels ainsi que l'OAP. La prééclampsie elle-même peut être divisée en 4 sous-types selon l'âge gestationnel de l'accouchement. Il y a un problème avec le pointeur, monsieur. Alors, en fonction de l'âge gestationnel au moment de l'accouchement, on peut distinguer la prééclampsie d'installation précoce, c'est-à-dire avant 34 semaines d'aménorrhée, et d'installation tardive au-delà de 34 semaines d'aménorrhée, ainsi que la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée et après terme si l'accouchement survient après 37 semaines d'aménorrhée, tout en sachant que bien que ces différents types ont une présentation clinique qui peut être différente, ils partagent le même mécanisme physiopathogénique et étiologique qui sont comparables. Tu vois, ça passe pas. Alors, pourquoi parle-t-on autant de la prééclampsie ? Parce que, comme vous le savez tous, c'est une pathologie qui peut être émaillée de plusieurs complications à court terme qui peuvent être fatales, touchant soit la maman, soit le fœtus, mais aussi de complications à long terme, à type de augmentation du risque cardiovasculaire chez la maman et d'infirmité motrice cérébrale et d'augmentation du risque cardiovasculaire chez le fœtus. C'est pourquoi tout moyen de dépistage permettant de prévenir ces types de complications serait la bienvenue. Désolée pour ce problème. Un petit rappel physiopathologique en passant tout d'abord par la vascularisation de l'utérus qui est assurée par les artères arquées au niveau du myomètre, branche de l'artère utérine, qui vont donner naissance aux artères radiées, puis aux artères basales et enfin aux artères spiralées au niveau de la couche la plus superficielle de la caduque. Il faut rappeler également que l'invasion trophoblastique se fait en 2 étapes, à savoir la première invasion trophoblastique entre 8 et à environ 8 semaines d'aménorrhée et la deuxième entre 14 et 18 semaines d'aménorrhée. Cette invasion se fait grâce à l'envahissement de la média des cellules, notamment des artères spiralées, par les cellules trophoblastiques libres qui va dégrader cette média, augmentant ainsi le calibre des artères spiralées, mais aussi le flux sanguin et les rendant moins sensibles aux amines vasoactives, ce qui va assurer un flux diastolique qui est continu au cours de la grossesse. Chez les femmes qui ont des facteurs de risque de la prééclampsie, à savoir le facteur génétique, notamment la mutation de gène SNP responsable de la transcription du récepteur FLT1 et les femmes porteuses d'une grossesse ayant comme anomalie chromosomique la trisomie 21, les femmes qui ont des facteurs de risque préexistants, notamment l'HTA chronique, le diabète et les anticorps antiphospholipides, et chez les femmes qui ont un déséquilibre immunologique entre les cellules natural killers et les cellules T helpers,
birth, cette placentation se fait de façon inadéquate, superficielle, et on va assister à un défaut d'invasion trophoblastique, la résultante étant des artères spiralées qui sont grêles et qui sont hyper responsives aux facteurs vasoconstructeurs. C'est ainsi qu'on va assister à une réduction du flux de perfusion placentaire, la conséquence étant une diminution des facteurs pro-angiogéniques tels que le VEGF et le PLGF et une augmentation des taux circulants, donc du SFLT1 et des endoglobines qui sont des facteurs anti-angiogéniques. La conséquence sera bien évidemment une endothéliose maternelle généralisée avec l'apparition des signes cliniques, vous le savez tous, la protéinurie, l'HTA, l'œdème cérébral, la cytolyse hépatique et ainsi de suite. Il y a un énorme problème avec le pointeur, monsieur. Désolé. Enfin, il y a un retard de... Voilà, je suis désolée. Alors, passons maintenant au dépistage de la prééclampsie. Et grosso modo, on distingue deux catégories de méthodes de dépistage, à savoir les méthodes basées sur les facteurs de risque maternel exclusivement et les modèles combinés qui vont combiner justement les facteurs de risque maternel aux mesures biophysiques et aux dosages biologiques. Pour les méthodes basées sur les facteurs de risque maternel, on va commencer par... Là, ça avance au lieu de reculer. Donc, il existe trois types de méthodes basées sur les facteurs de risque maternel. L'approche basée sur la checklist, l'approche basée sur la régression logistique et l'approche basée sur le théorème de Bayes. Pour les méthodes basées sur les checklists, ce sont, comme leur nom l'indique, des checklists qui ont été élaborées en se fiant aux méta-analyses et aux revues de la littérature qui ont essayé d'identifier les différents facteurs de risque préexistants avant 16 semaines d'aménorrhée et qui sont les plus intimement liés au développement du risque de prééclampsie, à savoir l'antécédent de prééclampsie, l'antécédent de diabète prégestationnel, l'antécédent les grossesses multiples, le BMI maternel supérieur à 30 et les anticorps antiphospholipides et le lupus érythémateux systémique. Alors, voici une liste non exhaustive des checklists qui ont été développées, notamment celle de l'OMS, celle du Collège américain et de l'ANIS, qui distinguent les facteurs de haut risque et les facteurs de risque modéré. Toutes ces checklists ont plusieurs inconvénients, notamment chaque facteur de risque est utilisé à lui-même avec un calcul cumulatif de taux de détection. Les études qui ont été utilisées pour élaborer ces checklists sont pour la majorité des études rétrospectives et tous ces checklists-là ont des taux de détection qui sont sous-optimaux. Ça ne marche pas là. Donc une performance sous-optimale. À savoir, par exemple, pour l'ANIS, la checklist de l'ANIS, on arrive à un taux de détection de 41% pour la prééclampsie avant terme et de 34% pour la prééclampsie à terme. Et pour la checklist du Collège américain, le taux de détection de la prééclampsie avant terme ne dépasse pas les 5%. C'est pour cela qu'on a essayé de développer les modèles basés sur la régression logistique, qui ont pu distinguer entre les facteurs de risque de la prééclampsie avant terme et ceux de la prééclampsie à terme. Donc, pour la prééclampsie avant terme, les facteurs de risque les plus pertinents sont l'origine ethnique, donc l'antécédent de prééclampsie,
les antécédents familiaux d'HTA et l'utilisation des inducteurs de l'ovulation. Et pour la prééclampsie d'installation tardive, les facteurs les plus prédictifs étaient l'âge maternel, l'obésité, l'origine ethnique, notamment la race africaine et asiatique, l'antécédent de prééclampsie et les antécédents familiaux d'HTA. L'inconvénient de cette approche basée sur la régression logistique, c'est que le taux de détection ne dépasse pas les 37% pour la prééclampsie à début précoce et de 29% pour la détection de la prééclampsie à début tardif. L'avantage étant qu'on peut l'utiliser pour combiner les facteurs de risque maternels aux mesures biophysiques et biochimiques. Et enfin, on arrive à l'approche basée sur le théorème de Bayes, qui est une méthode de calcul de risque concurrentiel basée sur un modèle de temps de survie pour la gestationnelle à l'accouchement avec prééclampsie. L'hypothèse derrière, c'est que si la grossesse devait se poursuivre indéfiniment, toutes les femmes développeraient éventuellement une prééclampsie. Et vous voyez ici sur la courbe en bleu, si la femme n'a pas de facteur de risque, ce terme-là serait en moyenne de 56 semaines d'aménorrhée. Et plus on a de facteurs de risque, plus la courbe est décalée vers la gauche et on aura une apparition précoce de la prééclampsie. Ce modèle permet de détecter jusqu'à 40% de prééclampsie, tout type confondu. Et 48% de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc, avec tous ces modèles basés sur les facteurs de risque maternel, on a quand même des performances sous-optimales, d'où on a essayé de développer d'autres modèles qui ont combiné à ces facteurs de risque-là les dosages, les mesures biophysiques, mais aussi des dosages biologiques. Je n'arrive pas à présenter. Donc, les modèles combinés, on va essayer de combiner le facteur de risque maternel, comme je viens de le dire, aux mesures biophysiques et au dosage biologique. Un petit aperçu historique. Donc, le premier modèle a été développé et élaboré par Poon et al. En 2009 et il a pu créer un modèle basé sur les facteurs de risque maternel, la mesure de la pression artérielle moyenne maternelle, l'index de pulsatilité des artères utérines, le dosage sérique de la Pregnancy Associated Plasma Protein, la PAPA, et le Placental Growth Factor, le PLGF, avec des taux de détection assez encourageants de l'ordre de 93% pour la prééclampsie précoce et de 36% pour la prééclampsie tardive. Le modèle de calcul de risque concurrentiel a vu le jour en 2012 et ce n'est qu'en 2016, grâce aux travaux d'Ogerman et al. Et puis en 2018, grâce aux travaux de Tan et al., qu'il a pu être intégré au calcul de risque donc combiné pour développer enfin le triple test de dépistage de la prééclampsie adopté par la FMF, la Fetal Medicine Foundation. Alors, quels sont les paramètres qu'on doit utiliser pour les modèles combinés? Donc, les principaux paramètres qui ont été identifiés dans la littérature sont les facteurs de risque maternel, la pression artérielle moyenne, l'index de pulsatilité des artères utérines et secondairement les mesures biologiques de la PAPA et de la PLGF. Mais quel modèle doit-on choisir? Dans cette méta-analyse et revue de la littérature, les auteurs ont essayé d'évaluer tous les modèles de calcul de risque combinés et seulement 4 modèles ont eu un taux de prédiction qui est acceptable, mais seul le modèle développé par Poon et al. Qui a eu une validation interne et externe. Donc c'était le seul modèle à adopter et qui était à l'origine du triple test de la FMF. Et vous voyez ici sur cette carte tous les pays qui ont subi une validation externe du triple test de la FMF, notamment pratiquement tout le continent américain, toute l'Europe, plusieurs pays asiatiques, mais vous voyez, aucun pays africain jusque-là n'a subi cette validation externe, donc le test n'a pas été validé dans les populations africaines et nord-africaines et moyen-orientales, du Moyen-Orient. Alors, le FMF,
le triple test de la FMF, voici comment le calculateur de risque se présente sur le site de la FMF. Vous allez introduire les informations en rapport avec la grossesse, notamment le type de la grossesse, est-ce qu'il s'agit d'une grossesse singleton ou bien multiple, en précisant la chronicité des grossesses multiples. Vous allez également introduire les caractéristiques maternelles, notamment l'âge, le poids, la taille pour calculer le BMI, l'origine ethnique, tout en sachant que ce modèle-là ne comporte pas l'origine de la région MENA, nord-africaine et moyen-orientale, et les mesures biophysiques, à savoir les mesures de la pression artérielle moyenne, l'index de pulsatilité des artères utérines et les dosages biologiques, à savoir le PLGF et à défaut la PAP-A. Donc on va passer en revue rapidement les conditions de mesure de chacun de ces paramètres-là. La pression artérielle moyenne doit être mesurée chez une patiente au repos avec un brassard adéquat, adapté à la corpulence de la patiente. Il faut mettre le bras de la patiente au niveau du corps pour ne pas surestimer ou bien sous-estimer cette mesure. Et il faut savoir que l'association, la combinaison, je suis vraiment désolée, la combinaison de la mesure de la pression artérielle moyenne au facteur de risque maternel permet d'obtenir des taux de détection de la prééclampsie, si on arrive à voir la diapo. Alors, j'ai oublié de dire qu'en calculant le risque, on va considérer le risque comme élevé si on a un calcul qui est supérieur à 1 sur 100. Alors, la pression artérielle moyenne va affiner encore le calcul de risque basé sur les facteurs de risque maternels en permettant un taux de détection de l'ordre de 61% pour la prééclampsie très précoce avant 32 semaines d'aménorrhée et de 51% pour la prééclampsie avant terme. Le deuxième paramètre, c'est l'index de pulsatilité des artères utérines qui peut être mesuré au premier trimestre par voie transabdominale en utilisant la coupe sagittale passant par le canal cervical et en inclinant de chaque côté légèrement la sonde pour identifier l'artère utérine grâce au Doppler couleur. La voie transvaginale peut être utilisée à tout terme et elle doit être utilisée à vessie vide, la patiente placée en léger train de Limbourg, et par la suite on va utiliser le Doppler couleur en plaçant la sonde dans chacun des cul-de-sac de Douglas pour identifier l'artère utérine au niveau de l'orifice interne du canal cervical. Dans les deux méthodes, on doit donc utiliser une fenêtre d'échantillonnage de 2 mm pour pouvoir prendre toute l'artère utérine, un angle d'isolation de moins de 30 degrés Celsius, de grands degrés, et on doit vérifier que la vitesse systolique est supérieure à 60 pour être sûr qu'on est bel et bien sur l'artère utérine. Et après avoir obtenu 3 spectres identiques, on va tracer soit la courbe automatiquement, soit utiliser la mesure manuelle pour mesurer l'index de pulsatilité des artères utérines de façon bilatérale et calculer la moyenne pour l'introduire dans le modèle de calcul de risque de la FMF. Ça avance au lieu de reculer. Alors l'association, c'est le problème du bout. L'association de l'index de pulsatilité des artères utérines au facteur de... Oui, désolé. Donc l'utilisation conjointement... Avancez un tout petit peu, s'il vous plaît. Avancez. L'utilisation de l'index de pulsatilité des artères utérines conjointement à la pression, au facteur de risque maternel permet de détecter jusqu'à 70% de prééclampsie très précoce et de 58% de prééclampsie avant terme, avancée.
Troisième paramètre utilisé, c'est le Placental Growth Factor, le PLGF, qui est une glycoprotéine dimérique codée par le chromosome 14, qui n'est autre qu'un facteur de croissance placentaire pro-angiogénique, sécrété par le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblaste, qui va agir sur les récepteurs du VEGF, qui ne sont autres que les FMS tyrosine-like, donc kinase 1, les FLT1 membranaires, permettant ainsi l'obtention de maintenir l'homéostasie de l'endothélium maternel et éviter l'apparition de la prééclampsie avancée. Alors, en cas de prééclampsie, on va voir les taux de PLGF diminuer, chose qui va être responsable d'une maladie endothéliale avancée. Donc, et l'apparition au niveau des vaisseaux maternels d'une fragmentation et d'un détachement des cellules endothéliales, d'une nécrose fibrinoïde des parois et d'un remodelage de la paroi vasculaire. Et la résultante sera avancée, l'apparition donc des symptômes de la prééclampsie avancée. Le PLGF, le dosage des PLGF sériques dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge gestationnel avancé, les facteurs de risque maternels, notamment le poids maternel, l'âge maternel, l'origine ethnique, le statut tabagique de la patiente, les antécédents de diabète type 1 et type 2, la parité, l'âge gestationnel au moment de l'accouchement et le poids à l'accouchement, mais aussi de la machine qu'on a utilisée, avancée, pour doser ce facteur-là. Et là, ce sont les 3 méthodes qui sont accréditées par le FMF avancé. Alors, il faut savoir que les 3 machines avancées les 3 méthodes ne sont pas interchangeables et il faut garder la même utilisation, la même machine à chaque fois avancée. Alors, pour remédier à tous ces facteurs influençant le dosage du PLGF, on a utilisé une analyse de régression multiple à effet aléatoire qui a défini la contribution des variables maternelles influençant le dosage du PLGF et qui a permis d'exprimer les valeurs du PLGF en tant que MOM, obtenant ainsi une distribution normale de ces valeurs avancées. Et vous voyez très bien que l'expression du PLGF en MOM permet justement un ajustement adéquat des valeurs du PLGF pour toutes les covariables, donc éliminant ainsi l'effet des variables influençant ce dosage avancé. Alors, le PLGF conjointement au facteur de risque maternel permet de détecter jusqu'à 72% des prééclampsies avant 34 semaines d'aménorrhée avancée. Le dernier facteur, c'est la PAPA, la placenta avancée. La Pregnancy Associated Plasma Protein A, qui est une glycoprotéine de la famille de métalloprotéases qui va dégrader l'insuline-like growth factor binding protein. C'est la protéine qui est responsable du transport plasmatique de ce facteur de croissance, qui est produite également par les cellules syncytiotrophoblastiques et des cellules X des septa dérivées des trophoblastes du placenta et qui joue un rôle important dans l'invasion trophoblastique étant donné qu'elle va augmenter la biodisponibilité locale des insulin growth factors indispensable pour le contrôle autocrine et paracrine des phénomènes de l'invasion trophoblastique avancée. Donc, dans la grossesse normale, le taux de la PAPA sérique dépend de l'âge gestationnel, mais aussi des facteurs maternels et de la machine utilisée, avancée. Et en cas de prééclampsie, on va voir ces taux de PAPA diminuer significativement au cours du premier trimestre avancé. Alors, tout comme pour le PLGF, l'expression de la PAPA en MOM permet d'ajuster de façon adéquate les valeurs par rapport aux facteurs de risque, aux facteurs maternels influençant son dosage. C'est ainsi avancé qu'on peut obtenir donc une distribution homogène, que ce soit chez les femmes qui ont développé une prééclampsie ou bien chez les femmes qui n'ont pas développé cette complication avancée. Alors, la PAPA associée au facteur de risque maternel permet de détecter de façon moins bonne la prééclampsie par rapport au PLGF, c'est-à-dire 54% de prééclampsie avant 34 semaines d'aménorrhée avancée. D'autres marqueurs du premier trimestre ont été discutés et étudiés dans la littérature, certains de façon isolée, d'autres de façon combinée avec d'autres marqueurs, mais aucun modèle n'a jusque-là subi une validation interne ou externe avancée. Également dans cette étude récente, on a essayé d'étudier un modèle combinant les biomarqueurs immunologiques responsables de la prééclampsie et on a trouvé des résultats promoteurs, reste à les valider, avancer. Alors, pour le triple test complet, quelles sont les performances avancées ?
Donc, le triple test de la FMF permet de détecter jusqu'à 90% de prééclampsie avant 32 semaines d'aménorrhée et de 75% de prééclampsie avant terme avancé. Mais pour ce faire, il faut subir un contrôle de qualité pour chacun des paramètres mesurés, même la pression artérielle, la mesure de l'index de pulsatilité des artères utérines et les dosages biologiques, chose que vous pouvez faire vous-même sur le site de la FMF avancé en appliquant la méthode de Cusom ou bien le diagramme avancé en cible. Avancé. Alors, pourquoi faire le dépistage? C'est justement pour détecter les femmes à risque avancé et d'instaurer une prévention avancée. Et lorsqu'on parle de prévention de prééclampsie, on ne peut pas s'en passer de la fameuse avancée, l'étude ASPRE, qui a étudié l'influence de l'aspirine, la prévention avancée s'il vous plaît, avancée, l'influence de l'aspirine en matière avancée de prévention de la prééclampsie. C'est le plus grand essai randomisé contre les multicentriques double aveugles qui a inclus près de 27 000 femmes chez lesquelles on a fait le dépistage de la prééclampsie par le FMF test, et chez les femmes qui se sont avérées à haut risque, on les a divisées en deux groupes, un groupe placebo et un groupe qui a reçu l'aspirine à la dose de 150 mg à partir de 11 à 14 semaines d'aménorrhée jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée, chose qui a permis de réduire de 62% l'incidence de la prééclampsie avant terme et de 82% la prééclampsie avant 34 semaines d'aménorrhée avancée. Et l'effet bénéfique était d'autant plus important que les femmes étaient plus observantes, pouvant atteindre jusqu'à 90% de réduction de risque de 75% de prévention de risque de prééclampsie chez les femmes qui avaient une observance optimale. Ceci dit, l'effet bénéfique ne s'étend pas sur la prééclampsie surajoutée qui est observée en cas d'HTA chronique. Donc, si on exclut les HTA chroniques et si on a une observance optimale, on peut réduire jusqu'à 95% de prééclampsie en utilisant l'aspirine chez les femmes à haut risque selon le dépistage par le triple test de la FMF avancé. C'est pour ça que toutes les sociétés savantes s'accordent actuellement sur la prescription de l'aspirine à une dose entre 75 et 162 mg par jour, en commençant le plus tôt possible avant 16 semaines d'aménorrhée et qui peut être continuée jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée, voire jusqu'à la naissance avancée. Et voici le modèle de dépistage proposé par la FMF en réalisant le triple test. Et les femmes à haut risque vont recevoir de l'aspirine. Les femmes à bas risque vont avoir un suivi habituel de la grossesse avancée. Alors, en médecine clinique, pour tout type de test de dépistage, il faut préciser le number needed to screen, c'est-à-dire le nombre de femmes avancées qu'on doit dépister pour pouvoir prévenir un événement indésirable qui est ici l'apparition de la prééclampsie. Et pour le triple test de la FMF, ce nombre-là, il est de 143 femmes pour tout type de prééclampsie confondue et 250 femmes pour prévenir une seule prééclampsie précoce avancée. Ces chiffres-là sont comparables au, par exemple, le dépistage du portage asymptomatique du streptocoque du groupe B, du dépistage de la prééclampsie en mesurant la longueur cervicale, mais il est plus performant, par exemple, que le dépistage du cancer du sein par la mammographie avancée. Alors, pour tout test de dépistage, il faut également évaluer le rapport coût-bénéfice à l'échelle de la population générale avancée. Dans cette étude canadienne, on a essayé d'estimer le coût de dépistage si on va dépister tout le monde. Et là, on a prévenu 371 prééclampsies sur 4567 femmes dépistées, mais chaque prééclampsie prévenue a coûté 3500 $ canadiens. Par contre, avancé, si on fait un dépistage en utilisant un modèle simplifié de la FMF, c'est-à-dire on va s'en passer des marqueurs biologiques, ou bien si on cible les femmes qui habitent dans les zones rurales qui ont un accès limité aux soins, là, on peut gagner en matière de dépistage sans dépenser plus d'argent. Alors, qu'en est-il de l'implémentation du dépistage de la prééclampsie dans les pays en voie de développement à faible revenu, notamment notre pays, la Tunisie avancée? Alors, cette implémentation peut rencontrer plusieurs difficultés, notamment les caractéristiques maternelles uniques. Vous avez vu que le modèle de FMF ne comporte pas, par exemple, l'ethnie maghrébine.
Autre difficulté, c'est la disponibilité des marqueurs biophysiques et biologiques de part de leur coût. La PAP-A, on peut la voir dans le cadre de dépistage de la trisomie 21, mais le PLGF, ce n'est pas donné. Et l'autre problème, c'est le recours précoce aux soins prénataux qui peut faire défaut, avancé. C'est pour cela que la FIGO a encouragé tous les pays et les associations membres à veiller à ce que l'évaluation du risque de prééclampsie précoce soit faite avec des tests adaptés aux ressources de ces pays-là, notamment utiliser, avancer, un modèle à 2 étapes, le Two-Step Screening Test avancé. Donc, on va commencer par le calcul de risque basé sur les facteurs de risque maternel associés à la mesure de la pression artérielle moyenne, plus ou moins la PAP-A, si on a déjà fait le screening de la trisomie 21 avancé. Et on va calculer le risque avec un cutoff de 1/61 avancé. Donc, chez les femmes à faible risque, avancez s'il vous plaît. Donc, chez les femmes à faible risque, on va faire un suivi prénatal habituel. Par contre, avancez. Si le risque est élevé, avancez, monsieur. Si le risque est élevé, là, on va compléter par le PLGF et la mesure de l'index de pulsatilité des artères utérines pour calculer le risque selon le triple test de la FMF. Et si le risque est faible, donc inférieur à 1/100, là, avancez, on va continuer un suivi habituel. Par contre, chez les femmes à haut risque, on va prescrire de l'aspirine en prévention primaire jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée avancée. En Tunisie, on dispose de nos propres recommandations qui ont été élaborées en 2016 par la STGO avancée, qui se sont basées sur les mêmes critères de dépistage de la FMF, à savoir avancer les facteurs de risque maternels, avancer la pression artérielle moyenne, la mesure de l'index de pulsatilité de l'artère utérine, la PAP-A et le PLGF. Bien sûr, pour les femmes à haut risque, on a préconisé la prescription de faibles doses d'acide salicylique à la dose de 75 à 150 mg par jour jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée et d'observer des règles hygiéno-diététiques, notamment l'abandon de tabac et l'éviction de prise de poids au cours de la grossesse. Avancée. Alors, pour conclure, avancée, le triple test de la FMF est jusque-là le gold standard pour le dépistage de la prééclampsie. Cependant, dans les pays en voie de développement où on a des ressources limitées, on peut proposer le two-step screening proposé par la FIGO et ceci nécessite qu'on mène des études prospectives pour le valider sous nos cieux afin d'actualiser les recommandations tunisiennes avancées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Souyah Nisrine, pour cette brillante présentation sur le dépistage des facteurs de risque de la prééclampsie au premier trimestre. Moi, je pense que nous allons discuter un petit peu l'ensemble de 3 présentations sur la prééclampsie parce que c'est le même thème. Et donc, on discutera un petit peu à la fin. Ça nous ramènera à mieux discuter sur les 3 présentations. Je passe la parole au professeur Sissoko. Effectivement, je pense que c'est mieux de faire une discussion globale à la fin, puisque c'est le même thème. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Saïd Lazrak, qui est le président de l'AFOC, qui va nous parler des critères de sévérité et d'extraction fétale en cas de prééclampsie. Merci, Monsieur le Président de l'AFOC, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que je peux avoir la présentation, s'il vous plaît? Donc, cette session AFOC se déroulera sur le thème de la prééclampsie. Oui, tu voulais dire quelque chose? Il faut viser l'ordinateur, pas la télévision. Ah, l'ordinateur, d'accord. Ah, j'ai. L'ordinateur. OK. Merci beaucoup pour cette remarque judicieuse, professeur Lorzaoui. Alors, il m'a été donné le thème des critères de sévérité et d'extraction fétale pour revenir un petit peu terre à terre sur ce qui se passe en routine tous les jours. Donc, sur les critères de sévérité et comment on peut extraire le bébé et quand est-ce que surtout on peut l'extraire. C'est ça le plus important.
Alors, je suis sur l'ordinateur. Voilà, comme en guise d'introduction, la prééclampsie représente donc l'une des premières causes de mortalité et de morbidité maternelle néonatale dans les pays développés, comme ça qui a été décrit par notre ami professeur Suya. Donc, son traitement final demeure, bien sûr, comme vous le savez, c'est l'arrêt de la grossesse avec la délivrance du placenta. Cependant, cette attitude peut être à l'origine de complications fétales, particulièrement en rapport avec une éventuelle prématurité qu'il va falloir certainement gérer avec énormément de prudence. Et l'évaluation de l'état maternel et fœtal permet de grader la prééclampsie en sévère ou peu sévère et d'orienter bien sûr la prise en charge en tenant compte du terme de la grossesse. Alors, je suis sur le... Alors, pour la prééclampsie sévère, le traitement curatif, comme vous le savez, c'est l'arrêt de la grossesse et la délivrance du placenta qui est fortement conseillé dès 34 semaines, comme ce qui a été dit. En dessous de 34 semaines, la mortalité et la morbidité périnatale demeurent élevées. Donc, c'est à discuter en RCP avec les réanimateurs pédiatres. Inciter bien sûr à retarder l'arrêt de la grossesse quand c'est possible. Et la réalisation des corticothérapies préventives permet l'amélioration du pronostic fœtal. Alors, mais cette attitude conservatrice peut être pourvoyeuse de complications maternelles, comme vous le savez, l'éclampsie, avec la crise d'éclampsie, le HELP syndrome et l'hématome rétroplacentaire ou des complications fœtales, incitant bien sûr à une surveillance très étroite. Alors, la prééclampsie, comme vous le savez, c'est une maladie multisystémique d'origine inconnue survenue essentiellement après 20 semaines d'aménorrhée. C'est une maladie multisystémique d'origine inconnue, donc, qui comprend bien sûr l'hypertension, la protéinurie supérieure à 3 grammes après 20 semaines, tension supérieure à 14,9 à 2 reprises et bien sûr des œdèmes. Alors, en physiopathe, je ne vais pas me répéter, ça a été énormément débattu avec ma collègue professeur Nisrine, donc on passe peut-être un petit peu sur la physiopathe parce que c'était longuement discuté. Alors, on revient sur l'épidémiologie. Dans le monde, bien sûr, la prévalence est de 2 à 8%. 10 à 15% de décès maternels sont liés à la prééclampsie. 50 000 décès maternels par an, c'est énorme. Donc, il va falloir certainement que l'on se penche un petit peu sur la question. Et le traitement curatif, comme vous le savez, définitif, c'est l'accouchement. Les facteurs de risque, ça a été énormément débattu là aussi. Donc, comme vous le savez, les primipares sont énormément avec un risque qui est multiplié par 2,90. Les grossesses chez une femme âgée exactement au-delà de 40 ans. Les grossesses multiples, l'antécédent personnel ou familial de prééclampsie et les maladies préexistantes, donc l'obésité, l'hypertension artérielle chronique et le syndrome des anticorps antiphospholipides, ça a été déjà discuté. Il y a beaucoup de répétitions, madame, suis un petit peu dans le premier trimestre. Donc, concernant les facteurs de risque, vous l'avez énormément bien détaillé. Alors, en matière de prévention, donc, ça a été discuté également, c'est l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, qui est le seul médicament validé pour la prévention, a démarré bien sûr entre 10 et 16 semaines, doit être prescrit tôt à une dose supérieure à 100 mg. Donc, il prévient la prééclampsie, le retard de croissance, les décès périnataux. Le risque est évalué sur les antécédents, le Doppler, bien sûr, et les biomarqueurs, ça a été énormément discuté. Les recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens français, donc a commencé par entre 100 et 150 mg par jour chez les patients à haut risque de prééclampsie avant la 20e semaine de grossesse. Le début, donc voilà, la dose de 100 à 150 et la prise bien sûr le soir parce que dans la prévention des pathologies placentaires, le rythme est circadien. Alors, pour l'arrêt de l'aspirine, c'est entre 34 et 37, en général, c'est 36 semaines. C'est une question qui a été posée, est-ce qu'on peut le poursuivre jusqu'à l'accouchement? Et il n'y a pas encore de réponse précise à cette question, mais en général, on l'arrête à 36 semaines. Le pronostic fœtal dépend de l'âge de la grossesse, le décollement placentaire, la prématurité, c'est le facteur majeur, l'hypoxie, l'insuffisance placentaire et le retard de croissance, mais c'est la prématurité qui conditionne essentiellement le pronostic. Alors, pour la prééclampsie sévère, la systolique est supérieure ou égale à 170, la diastolique supérieure ou égale à 110, avec une albuminurie à 3 croix. Donc, c'est ça la définition de la prééclampsie sévère en matière de systolique et de diastolique. La fréquence de 0,04 à 0,1% aux États-Unis et en Angleterre. Le pronostic est responsable de 10% de la mortalité maternelle dans les pays en développement, soit 50 000 décès par an dans le monde, du fait d'un sous-diagnostic et retard thérapeutique de la prééclampsie. La prise en charge donc, de cette prééclampsie sévère
Donc, elle représente 1-2% des femmes enceintes, les formes sévères 10%, la mise en jeu du pronostic vital maternel et de la prématurité qui a été induite, implication de la qualité de la prise en charge dans les issues maternelles et néonatales. Dernière recommandation française en 2009, les recommandations actuelles des États-Unis et en Angleterre en 2019, les nouvelles données disponibles dans la littérature avec une réactualisation. Donc le pronostic maternel, la mortalité dans les prééclampsies sévères, elle est de 0,4 à 7,2% dans les pays développés. Elle dépasse 25% dans les pays en voie de développement. Et le principal facteur de risque, comme vous le savez, dans nos pays émergents, c'est peu d'accès aux soins, malheureusement. Et donc c'est pour cela qu'on peut revenir un petit peu là-dessus lors de la discussion. Les gens qui habitent un petit peu loin, les gens qui habitent dans le rural. Et donc ça pose énormément de problèmes au niveau des transports, au niveau des ambulances pour arriver à une formation sanitaire adéquate. La prophylaxie est essentielle, dépister donc les signes de prééclampsie sévère et agir pour éviter les convulsions, donc l'éclampsie. Donc l'importance du choix d'un anticonvulsivant efficace. Et comme vous le savez, c'est le sulfate de magnésie qui est utilisé depuis plus de 50 ans, essentiellement en Amérique du Nord. La dose de sulfate de magnésie est donc une dose de charge de 4 grammes de sulfate en intraveineux en 20 minutes, puis 1 à 2 grammes par heure pendant 24 heures. La surveillance, c'est toutes les 30 minutes, bien sûr les réflexes ostéotendineux, le rythme respiratoire et la diurèse. Les critères d'arrêt de la grossesse, donc une prééclampsie sévère au-delà de 34 semaines est une indication à l'arrêt de la grossesse. Donc au-delà de 34 semaines, ça ne sert absolument à rien de garder la grossesse. Il faut agir bien en dessous de 34. Avant 24 semaines, là aussi c'est un problème crucial. Une interruption médicale de la grossesse doit être discutée avec les parents. Donc avant 24 semaines, c'est assez compliqué parce qu'on ne récupère absolument rien du tout. Après 34 semaines, il faut extraire. Et donc, entre 24 et 34, c'est la discussion, bien sûr, en RCP. Entre 24 et 34 semaines, les indications d'arrêt de la grossesse dans les prééclampsies sévères peuvent être maternelles, essentiellement donc l'hypertension non contrôlée, l'éclampsie, l'OAP, l'œdème aigu du poumon, l'hématome rétroplacental, le HELP syndrome majeur avec une thrombopénie inférieure à 50 000. Après une corticothérapie, bien sûr, pour maturation pulmonaire, si les conditions maternelles et fétales le permettent. Donc l'insuffisance rénale d'aggravation progressive avec ou sans oligurie. Les signes neurologiques persistants, comme on va voir dans la troisième présentation avec autres signes fonctionnels. Et le HELP syndrome évolutif. Donc cet arrêt de la grossesse peut être également d'origine fétale, quand il y a une altération des rythmes cardiaques fétales, une variabilité à court terme inférieure à 3 millisecondes, retard de croissance intra-utérin sévère et diastole ombilical nul ou inversé. Et en fonction du terme de la parité du score de Bishop de degré d'urgence, l'arrêt de la grossesse se fera ou par césarienne ou par déclenchement après maturation cervicale. Donc, conduite à tenir pratique, c'est bien sûr l'hospitalisation, la mise en condition, donc tout le monde le sait, traitement médical d'urgence, traitement antihypertenseur, la nicardipine ou l'abétalol, prévention de l'éclampsie par le sulfate de magnésie, donc 4 grammes en 20 minutes, puis 1 à 2 grammes par heure pendant 24 heures, la surveillance, bien sûr, les réflexes, la diurèse, l'état neurologique, l'extraction fétale, la césarienne ou par voie basse si les conditions le permettent, et toute prééclampsie sévère au-delà de 34 semaines ou avant 24 semaines doivent être interrompues. Si c'est inférieur à 34 semaines avec un état hémodynamique stable, donc la bêta-méthazone, bien sûr, la maturation pulmonaire fétale est importante et il va falloir certainement la prescrire 12 mg à 24 heures d'intervalle de bêta-méthazone. Alors, donc les critères de gravité dans la prééclampsie sévère, donc c'est l'hypertension artérielle sévère, on en a discuté 160 de systolique et 110. La protéine supérieure à 3 grammes, la créatinine supérieure à 90 nanomoles, la thrombopénie inférieure à 100 000, cytolyse hépatique, les douleurs abdominales épigastriques ou douleurs de l'hypocondre droit en bas, les douleurs thoraciques avec une dyspnée œdème aigu du poumon, les signes neurologiques, les céphalées ou les troubles visuels auditifs persistants, les réflexes ostéotendineux vifs diffusés et le HELP syndrome avec une insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est tous les signes de gravité de l'éclampsie sévère. Vous les connaissez tous. Donc ça, ce qui est admis, c'est un algorithme de façon globale en matière de réanimation. Qu'est-ce que l'on doit donner au début, qu'est-ce que l'on doit donner à la fin, la nicardipine, l'abétalol, etc. Avec toutes les doses, vous pouvez le prendre si vous désirez.
Les complications maternelles, donc c'est les poussées hypertensives sévères, AVC avec une éclampsie, l'œdème aigu du poumon, le HELP syndrome, comme on en a discuté, avec le risque de complications, l'hématome sous-capsulaire du foie, la rupture ou l'infarctus du foie, l'insuffisance rénale aiguë, l'hématome, CIVD et les complications fétales, le retard de croissance et la mort fétale in utero. Le HELP syndrome, donc on en a discuté avec une hémolyse, élévation des enzymes hépatiques, numération plaquettaire basse. Il se développe chez 10 à 20% des femmes qui présentent une prééclampsie ou une éclampsie sévère. Complications fétales, donc retard de croissance intra-utérin, mort fétale, le vasospasme peut être responsable des complications au niveau du cerveau, les reins et le foie fœtal. Le bilan de retentissement, donc on en a discuté, le groupage, ionogramme, bien sûr, les fonctions hépatiques, bilan d'hémolyse, bilan d'hémostase, l'ECG et fond d'œil, bien sûr, en cas de prééclampsie, parce que ça peut avoir des répercussions essentiellement cardiaques et au niveau des yeux. Alors maintenant, en matière d'anesthésie, la conférence d'experts propose une anesthésie péridurale jusqu'à 75 000 de plaquettes par millimètre cube, une rachianesthésie jusqu'à 50 000, à condition que la thrombopénie soit stable sur plusieurs numérations, l'acte anesthésique soit réalisé par un opérateur entraîné, rapide, et la patiente n'ait pas pris d'aspirine au cours des 3 derniers jours et qu'elle bénéficie d'une surveillance neurologique en postpartum. L'anesthésie générale ne doit être effectuée que la main forcée lorsque l'anesthésie loco-régionale est impossible à réaliser. Et ce type d'anesthésie peut entraîner des poussées hypertensives induites par l'intubation trachéale. Dans le postpartum, à court terme, une surveillance stricte, clinique et biologique au minimum pendant 48 heures après l'accouchement, surveillance rapprochée de la pression artérielle avec adaptation thérapeutique aux chiffres tensionnels et une évaluation des apports hydriques en fonction du poids, bien sûr, et de la diurèse. La surveillance tensionnelle doit se poursuivre de façon bi-hebdomadaire pendant les 3 premières semaines. Et lors de la consultation postnatale, la vérification de la pression artérielle est nécessaire, tout comme celle de la disparition de la protéinurie. À long terme, la persistance d'une hypertension ou d'une protéinurie dans le postpartum nécessite un avis spécialisé, donc réanimateur, cardiologue et néphrologue. La recherche d'un syndrome des anticorps antiphospholipides après une prééclampsie sévère précoce est recommandée. Un bilan de thrombophilie héréditaire ne sera effectué bien sûr qu'en cas d'antécédents personnels ou familiaux de maladies thromboemboliques, de prééclampsie précoce ou d'association à retard de croissance, un hématome rétroplacentaire ou une mort fétale in utero. Donc tout ceci, c'est pour éviter les crises d'éclampsie. Et la crise d'éclampsie, l'éviction de la crise d'éclampsie, elle est tout à fait vitale. Donc l'éclampsie, c'est la survenue d'une ou plusieurs convulsions compliquant une prééclampsie. Comme vous le savez tous, c'est la définition de l'éclampsie. Les facteurs de risque sont un mauvais suivi de la grossesse, l'âge inférieur à 20 ans, la primigeste, l'obésité, l'infection urinaire et la prééclampsie. Sur le plan biologique, recherche des signes de CIVD. L'IRM cérébrale, elle est excessivement importante. Donc surtout quand il y a une récidive d'éclampsie malgré un traitement adapté en cas d'anomalie neurologique persistante au décours de la crise. Mais je pense que la 3e présentation dédiée à l'imagerie sera très très importante. Donc en guise de conclusion, c'est une maladie grave, parfois imprévisible pour la mère et le fœtus. Beaucoup de progrès thérapeutiques ont été faits, mais il reste encore des progrès à faire, essentiellement en matière de dépistage de la prééclampsie précoce, tel que ça a été les biomarqueurs, parce que c'est excessivement important. Bon, malheureusement, nous n'en disposons pas, ni au Maroc, ni, je pense, en Tunisie. Et donc malheureusement, ça, c'est un grand défaut. Il va falloir certainement y remédier, parce que c'est la clé de la réussite en matière, pour éviter justement ces crises d'éclampsie, ces morts fétales, ces morts maternelles. Donc beaucoup de progrès, essentiellement l'aspirine, mais il y a d'autres progrès un petit peu à faire. L'avenir, c'est l'amélioration du dépistage des patientes à risque, et il faut certainement mettre l'accent sur le dépistage. Il faut que l'on améliore, il faut que l'on trouve essentiellement les moyens pour se procurer les biomarqueurs, parce que c'est excessivement important, et prévenir la prééclampsie sévère et l'éclampsie. Et je vous remercie. Et le congrès de la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique se tiendra les 16 et 17 février 2024 à l'hôtel Marriott à Casablanca. Vous êtes toutes et tous les bienvenus et merci beaucoup. Merci pour la clarté des propos. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Sonia qui va nous parler de l'imagerie des complications neurologiques maternelles du péripartum. Vous avez la parole. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné la parole et mes remerciements vont également au comité d'organisation pour cette invitation. Je suis neuroradiologue et j'exerce dans le service de neuroradiologie à l'Institut national de neurologie de Tunis. Et donc, je vais vous parler de l'imagerie des complications neurologiques maternelles du péripartum. J'attends que tout se met en place. Alors, les pathologies neurologiques gravidiques et du postpartum sont multiples. Les pathologies neurologiques gravidiques et du postpartum sont multiples et elles constituent le plus souvent des urgences qui peuvent mettre en jeu les pronostics à la fois fonctionnels et vitaux. D'où d'ailleurs l'importance de la précocité du diagnostic. Et ce diagnostic va amplement reposer sur l'imagerie en coupe de préférence. Parfois, on est obligé de commencer par le scanner et de compléter par l'IRM. Est-ce que je peux compléter ? Alors, les objectifs de cette présentation sont de décrire l'aspect en imagerie des principales urgences neurologiques au cours de la grossesse, mais également au cours du postpartum. Donc, il va falloir faire le diagnostic positif, mais également différentiel, le diagnostic étiologique, et évaluer les complications pour une prise en charge thérapeutique. Alors, je commence par l'encéphalopathie postérieure progressive, puisque cette séance est dédiée à l'éclampsie. Cette encéphalopathie postérieure progressive ou PRES syndrome se voit dans toutes les phases, en pré, per ou en postpartum. Il s'agit d'un œdème vasogénique par ouverture de la barrière hémato-encéphalique. C'est ce qui est admis, mais il peut également s'agir d'un mécanisme de vasoconstriction et ces éléments vont nous donner des lésions qui touchent essentiellement les territoires postérieurs et jonctionnels au niveau de l'encéphale. Alors, quand est-ce que, d'ailleurs, vous venez de le dire, l'imagerie va être indiquée quand il y a une persistance de troubles visuels ou de la conscience avec apparition des signes de localisation. Alors voici Kauthar, 23 ans, donc, qui a une grossesse en cours et qui présente des crises convulsives avec des troubles du comportement. Elle a été explorée par un scanner qui, je pense, d'emblée permet de montrer des hypodensités. Heureusement que j'ai fléché parce qu'on ne peut pas montrer avec des flèches sur ce système. Il s'agit d'hypodensité donc cortico-sous-corticale bilatérale, typiquement prédominante au niveau des régions postérieures, ici pariéto-occipitale. On passe la patiente à l'IRM. Cette séquence flair, c'est une séquence T2 dans laquelle on a saturé la couleur blanche du liquide céphalorachidien, comme vous pouvez le constater dans les ventricules, ce qui fait que ça va nous permettre de bien individualiser ces hypersignaux qui sont périphériques et ne pas les mélanger avec le signal des espaces sous-arachnoïdiens. Donc, on est devant un PRES syndrome tout à fait typique dans son siège. Les lésions s'étendent ici au niveau des régions antérieures.
Elles sont bilatérales et on voit bien sur les coupes parasagittales droite et gauche ces hypersignaux. Au décours de cette IRM initiale, la patiente a été prise en charge et on a pratiqué une IRM de contrôle à J15 qui a permis la disparition de ces lésions. Ces patientes généralement sont prises en charge dans le service de réanimation de l'Institut de neurologie. Donc la régression clinique et IRM sous traitement, c'est généralement l'évolution classique et ce qui va confirmer le diagnostic, qui ne pose pas beaucoup de soucis dans notre institution. Alors, il n'y a pas que ces régions périphériques qui sont touchées. On peut, dans le pré-syndrome, avoir une atteinte des régions profondes. Ici, par exemple, les noyaux gris centraux. Et puis, dans le contrôle à 15 jours, il y a une régression quasi complète de ces anomalies profondes. Alors, OFE 28 ans, donc grossesse en cours, céphalée, troubles visuels et troubles de la conscience. Donc, on fait l'examen avec en haut les 4 images flair. Ce qu'on fait d'emblée, c'est réaliser une angio-MR veineuse pour éliminer évidemment le diagnostic de thrombose veineuse. Ici, il est éliminé. En bas, nous avons ce qu'on appelle la séquence de diffusion. Peut-être vous entendez parler, c'est ce qu'on utilise le mieux pour les AVC artériels. Là, quand on regarde, il n'y a pas, je ne veux pas entrer trop dans le terme technique, mais on n'a pas de restriction de la diffusion comme on l'aurait sur un AVC artériel. Et quand il n'y a pas de restriction de la diffusion, c'est un élément qui serait en faveur d'un œdème vasogénique, donc potentiellement réversible. On s'attend à ce que l'œdème régresse sur l'IRM de contrôle. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que donc, le pré-syndrome, donc, il apparaît lors de l'éclampsie, quelle que soit la phase de la grossesse ou même en postpartum, qu'il y a 2 mécanismes, la vasoconstriction, mais également l'œdème vasogénique par ouverture de la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça que ça prédomine, mais pas que dans les territoires postérieurs et jonctionnels, et que l'imagerie est indiquée si les signes cliniques persistent. Et puis, la réversibilité est toujours obtenue lorsqu'il y a un diagnostic précoce et un traitement adapté. Alors, donc, là, j'ai 28 ans. Suite à une IVG, elle présente des convulsions avec altération de la conscience et des chiffres tensionnels très élevés. On lui fait la séquence flair. Vous avez donc un syndrome de Press tout à fait caractéristique. Et puis, on lui fait une prise en charge. Et puis, IRM à J14, on voit que tous les hypersignaux initialement vus ont disparu. Par contre, on a un hypersignal montré par la flèche en bas qui est un petit peu curieux et qui est apparu, qui n'existait pas sur l'IRM précédente. Je laisse le point d'interrogation pour après. Alors, deuxième urgence, donc c'est la thrombose veineuse cérébrale. Voici Sonia, mais ce n'est pas moi, 23 ans, j'ai beaucoup plus d'années que ça, qui, à J15 du postpartum, a présenté une hémiplégie gauche et une altération de la conscience. Donc, il y a eu une IRM d'emblée avec, vous voyez, de multiples plages de signal différentes du parenchyme normal. En haut, c'est la séquence T1, en bas, c'est la séquence T2. Et quand on fait la séquence T2 étoile, qui est particulièrement importante pour détecter les hémorragies, on voit bien que cet AVC comporte une zone hémorragique noire, ce qu'on appelle, nous, hypo-intense, en T2 étoile. Tout ceci représente un signe indirect de thrombose veineuse cérébrale qui est l'infarctus veineux. Et on sait que l'infarctus veineux, il est volontiers hémorragique d'emblée. Alors,
il n'y a pas que cette hémorragie visible en noir sur la séquence T2 étoile, en haut à gauche. Il y a également, si on est habitué un petit peu à regarder les sinus duraux, et on voit qu'il y a du noir également dans le sinus sagittal supérieur, et ceci correspond à un thrombus. Donc on a le thrombus qui est un signe direct de la thrombose, et le ramollissement hémorragique qui est la conséquence de cette thrombose. Et puis le fameux signe quand on injecte le produit de contraste du delta vide, c'est-à-dire que le sinus dural thrombosé ne prend pas le contraste, et ça signe cette thrombose veineuse. Ici, je vous ai montré les plans axial et sagittal. Une autre patiente, Sémie, à 36 ans, donc à J12 du postpartum, présente céphalée, un flou visuel avec une aphasie. Elle a bénéficié en urgence d'un scanner qui nous montre un ramollissement également hémorragique. Donc il y a du noir, de l'hypodensité, et du spontanément blanc, c'est de l'hémorragie. Et quand on fait une IRM à la recherche d'une thrombose veineuse, il faut ce qu'on appelle ouvrir les fenêtres. Vous voyez ici en bas l'aspect, la couleur, si je peux dire, le ton, les gris, l'échelle de gris n'est pas la même qu'en haut. En fait, on ouvre la fenêtre, c'est-à-dire les fenêtres sur la console, pour bien voir que tout le sinus latéral gauche n'a pas pris le contraste. Donc, il y a une thrombose veineuse du sinus latéral. Cette patiente a quand même bénéficié d'une IRM qui montre bien ce ramollissement hémorragique, et puis d'une angio-MR veineuse qui montre, elle ne montre pas plutôt le sinus latéral gauche. Mais au fait, les séquences injectées sont mieux parfois que l'angio-MR veineuse elle-même. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces images. J'ai mis le point d'interrogation tout à l'heure. Donc, c'est Rajé, 28 ans, donc suite à une IVG, qui a présenté une encéphalopathie postérieure réversible, qui était donc à J14 avec une IRM normale, mais il y avait une apparition de cet hypersignal. On s'est posé la question, parce que c'est une image quand même un petit peu atypique, mais si vous regardez le T2 étoile, vous voyez bien qu'il y a du noir, donc c'est un thrombus. Et là, le thrombus, il siège non pas au niveau des sinus périphériques veineux, mais au niveau du système veineux profond. Et il s'agit donc d'une thrombose profonde qui a la singularité ici d'être unilatérale et qui peut même être un peu atypique pour les radiologues. Donc, par ordre de fréquence, les thromboses se situent au niveau du sinus sagittal supérieur, du sinus latéral, on en a vu 2 exemples, mais également au niveau du système profond. On a vu le dernier cas avec l'atteinte unilatérale. Mais elle peut également être se situer au niveau de veines corticales, comme vous pouvez le voir chez Naïma, 38 ans, qui à J40 du postpartum présente des crises convulsives. Et c'est le signe le plus fréquent puisque c'est le cortex qui est atteint, avec des céphalées. Donc, vous voyez bien l'image du scanner en haut à gauche avec l'hyperdensité spontanée. Elle n'est pas dans le parenchyme, c'est dans une veine corticale, mais on a l'impression que c'est dans le parenchyme. L'IRM montre l'œdème tout autour, et notre chère séquence T2 étoile nous montre bien le noir. C'est le thrombus dans une veine corticale. Donc, elle prend tout son intérêt, cette séquence, dans la thrombose veineuse, mais pas que, en fait. De temps en temps, on a malheureusement des ramollissements pseudo-tumoraux, ici à la thrombose de tout le sinus sagittal, et avec un ramollissement hémorragique pseudo-tumoral ayant nécessité, compte tenu de l'hypertension intracrânienne, une craniectomie décompressive. Heureusement que c'est rare. Donc, qu'est-ce qu'on retient? C'est une étiologie fréquente des syndromes neurologiques au cours de la grossesse et en postpartum. La clinique est polymorphe et aspécifique, donc il faut donner de l'importance aux signes neurologiques. Le pic de survenue, c'est le premier trimestre et le postpartum.
L'affirmation du diagnostic va reposer sur l'imagerie. Bien sûr, l'IRM est préférable en cas de grossesse si elle est disponible. Alors, troisième urgence, c'est l'AVC artériel ischémique. Donc, Nejet, 30 ans, J11 postpartum avec céphalée, aphasie, hémiplégie droite. On a une hypodensité profonde au scanner, alors qu'en IRM, la lésion est beaucoup plus étendue. Elle est d'ailleurs systématisée dans un territoire artériel, en l'occurrence l'artère cérébrale moyenne gauche. Et quand on regarde en bas les deux images fléchées, on voit le thrombus dans l'artère carotide interne. Et quand on fait l'angio-MR artériel, il y a un manque donc, de l'artère sylvienne gauche comparativement au côté droit. Il faut dire que les étiologies sont communes, cardiopathie emboligène, thrombophilie, une dissection, mais c'est le risque d'AVC qui est plus élevé chez la femme enceinte, mais l'étiologie n'est pas particulièrement spéciale, mais c'est le risque qui augmente par rapport à la situation en dehors de la grossesse. Alors, quatrième étiologie, c'est l'AVC hémorragique cette fois-ci. Donc là, il a 33 ans. À J5 du postpartum, elle présente des céphalées, un flou visuel, 3 épisodes convulsifs avec une perte de connaissance. Ayant donc obligé les cliniciens à une intubation-ventilation au milieu de réanimation. Donc le scanner réalisé sans et avec contraste, on a un hématome qui est un tout petit peu hétérogène avec quelques zones arrondies bien limitées. On a bien regardé, il n'y avait pas de thrombose veineuse et il n'y avait pas de structure vasculaire pour dire que c'est une malformation artério-veineuse par exemple qui a saigné. Donc l'imagerie, le raisonnement radiologique nous a permis d'éliminer la thrombose veineuse cérébrale, l'hypertension artérielle parce que généralement les hématomes sont profonds, mais parfois dans l'HTA les hématomes sont lobaires. Il ne s'agit pas d'une transformation hémorragique d'un AVC artériel puisque d'emblée c'était hémorragique et on pouvait éliminer a priori une cause sous-jacente telle que tumorale parce que quand on a injecté, il n'y avait rien qui se rehaussait. L'IRM, elle a permis de montrer cet hématome avec le sang en différentes phases et surtout elle a permis de montrer des nodules noirs au fait qui pour nous les radiologues vont nous faire penser aux cavernomes, qui sont des malformations vasculaires. Il s'agissait d'une cavernomatose et l'un des cavernomes s'est mis à saigner en postpartum. Donc, ça a été révélé donc par la grossesse. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la rupture des malformations vasculaires, elle va augmenter lors de la grossesse et du postpartum, vraisemblablement par des modifications que vous connaissez mieux que moi, hormonales et hémodynamiques. Fatma a 29 ans, grossesse évolutive et elle développe des céphalées intenses avec trouble de la conscience. Alors, hospitalisation, volumineux hématome frontal, mais également calleux, paramédian. On fait l'angio-MR qui ne montre pas grand-chose parce que l'hématome cache tout. Et du coup, elle passe à l'angiographie, à la salle d'angiographie, qui va nous permettre de montrer un anévrisme péricalleux et donc confirmer donc la rupture d'un anévrisme. Alors les AVC hémorragiques ont leur pic au 3e trimestre et au postpartum avec des étiologies habituelles, donc je l'ai déjà dit, l'hypertension, les troubles de la crase ou les malformations vasculaires. On a vu un anévrisme et un cavernum. Une petite note pour l'angiopathie cérébrale aiguë du postpartum, elle porte bien son nom, donc du postpartum. Voici Moufid à 36 ans, qui à J3 post-césarienne a développé des céphalées brutales et une hémiplégie gauche, bien expliquée par l'hématome profond droit.
Il n'y avait pas d'anomalie visible, en tout cas sur cette angio-MR qui est un peu ancienne. Maintenant, elles sont de meilleure qualité. Il n'y avait pas de thrombose veineuse et on était obligé de passer à l'angiographie artérielle qui va montrer de multiples sténoses disséminées au niveau donc, des branches sylviennes distales ou cérébrales antérieures distales de moyen et de petit calibre. C'est pour ça que c'était un peu difficile à voir sur l'angio-MR. Ceci étant, les angio-MR actuels permettent de détecter ces sténoses. Donc, ça survient chez des femmes normotendues entre 1 et 4 semaines du postpartum. Bon, c'est rare, c'est peu connu, mais le mécanisme retenu, c'est celui du vasospasme, soit spontané, soit par vasoconstriction secondaire à des traitements. Donc, faire attention quand il y a des céphalées, des convulsions avec des déficits, surtout neurologiques. Généralement, c'est réversible, mais parfois, comme dans cette patiente, c'était compliqué d'emblée par un AVC hémorragique. Alors, tout ce qu'on a vu maintenant, c'était plutôt les étiologies d'origine vasculaire. Et là, je ne peux pas passer sans parler de la pathologie hypophysaire, que j'aime bien. Alors, voici une Narges, 36 ans, qui a une grossesse en cours et qui développe de façon aiguë un hypopituitarisme. Et ces coupes centrées sur l'hypophyse vont nous montrer en T1 une couleur blanche avec une augmentation de volume de l'hypophyse et qui correspond à du sang. Donc, c'est une transformation un peu hémorragique. Avec un aspect hétérogène en T2. Donc, il s'agit d'une apoplexie pituitaire, donc d'un adénome hypophysaire jusque-là méconnu, donc révélé lors de cette grossesse. Fatma, 37 ans, grossesse de 30 semaines d'aménorrhée. Donc, elle a développé au premier trimestre des céphalées et des troubles visuels transitoires auxquels on n'a pas donné trop d'importance. Et puis, au deuxième trimestre, il y a eu apparition d'une fatigue, de vomissements répétés, de palpitations, de pâleur et de lipothymie. Alors, évidemment, le bilan hormonal a montré un hypopituitarisme complet. L'IRM a été pratiqué sans injection. Quand on a une femme enceinte, on peut lui faire une IRM dès le deuxième trimestre, mais on n'injecte pas par mesure de précaution. Donc, c'est pas grave, ça nous permet quand même de détecter un macroadénome, ici en T1, en T2, en coronal et en sagittal. Et il s'agit donc d'une apoplexie au sein d'un adénome hypophysaire. Étant donné la proximité avec le chiasma optique, un examen ophtalmologique a été fait et il n'y avait pas de déficit ni à droite ni à gauche. Donc, on a décidé l'abstention chirurgicale, la substitution hormonale et surtout une surveillance clinique étroite. L'accouchement d'ailleurs a été réalisé par césarienne et puis on a fait un contrôle IRM 15 jours post-césarienne et déjà on voit bien la différence et l'affaissement spontané donc, du macroadénome qui s'éloigne du chiasma optique. Et puis si on voit à 5 semaines post-césarienne, il y a encore un affaissement de l'adénome qui est encore blanc, donc qui est encore hémorragique, mais dont le volume a nettement augmenté avec le chiasma optique qui est un petit peu abaissé par la fente de l'adénome. Dernier cas, donc Sihem, 30 ans, qui a pendant la grossesse, donc à 24 semaines de sa grossesse, a également développé un hypopituitarisme aigu avec une altération du champ visuel. Cette fois-ci, l'imagerie montre bien l'hémorragie qui est un peu particulière. Si vous regardez, il y a un niveau liquide qui est très évocateur de l'hémorragie, c'est-à-dire que le sang a eu le temps de décanter et de former ces niveaux. Et compte tenu de l'altération du champ visuel, par contre, l'attitude par rapport à cette patiente était de faire une chirurgie et donc il y a eu ablation du macroadénome. Vous voyez le contrôle post-chirurgie sur les images d'en bas. Donc, l'apoplexie, c'est l'infarcissement hémorragique et ou nécrotique, mais le plus souvent hémorragique, au sein d'un adénome hypophysaire qui peut être connu ou révélé pendant cette grossesse.
Donc faire attention aux céphalées, parfois c'est un syndrome pseudo-méningé avec des paralysies des nerfs crâniens. En fait, l'apoplexie, c'est un syndrome clinique. Et pensez au dosage donc, des hormones hypophysaires. Delila, 41 ans, vient pour une insuffisance hypophysaire totale également, 6 mois post-accouchement. Donc on fait, après le bilan hormonal, une IRM. Et là, on a une hypophyse tout à fait mince et petite sur les deux séquences, coronale et sagittale. Et au fait, pourquoi ? Parce qu'elle a subi une nécrose ischémique de l'hypophyse. Je vous ai caché le fait que l'accouchement s'est passé dans des conditions hémorragiques avec un choc hypovolémique. Aziz a 34 ans, grossesse en 3e trimestre et développe une névrite optique rétrobulbaire gauche, une atteinte du nerf optique gauche, qui a évolué pendant 15 jours, puis elle a consulté. Et elle est donc en grossesse en cours. On a fait une IRM sans injection pour éliminer au moins quelque chose de grave qu'il faut évacuer. Et on a donc une augmentation de l'hypophyse qui a la caractéristique d'être symétrique. Et surtout, il n'y a pas d'augmentation de la loge cellaire, ce qui est contre le macroadénome. Mais c'est surtout l'aspect symétrique qui va attirer notre attention sur un diagnostic particulier, même si là, on n'a pas injecté. C'est celui de l'hypophysite lymphocytaire, tout à fait caractéristique de la femme donc en en pré-accouchement et en post-accouchement. L'augmentation de volume peut être aussi importante qu'un macroadénome et refouler, comme vous pouvez le voir ici, le chiasma optique. Donc, je ne veux pas dire l'homogénéité, mais surtout le caractère symétrique et l'absence d'augmentation de la loge cellaire qui nous oriente vers cette hypophysite. Je termine bientôt. Bonne évolution clinique, donc. On fait un contrôle, il y a un rehaussement intense caractéristique de l'hypophysite. L'évolution peut se faire vers la fonte, comme vous pouvez le voir ici, de l'antéhypophyse. Mais rarement, il y a un retour à l'état normal. Enfin, la dernière complication métabolique à laquelle je tiens, excusez-moi juste une minute, c'est une grossesse évolutive avec vomissement gravidique, confusion mentale et hyponatrémie corrigée. On a éliminé la thrombose. On voit ici l'aspect caractéristique de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Je voulais terminer ce cas parce que c'est une urgence médicale et le diagnostic repose purement sur l'IRM et il faut une suppléance. Par ailleurs, cette patiente, lors de sa correction de l'hyponatrémie, a développé une myélinolyse centropantique. Voici donc l'intérêt du diagnostic et du traitement précoce de ces deux anomalies qui reposent sur l'IRM. Et là, une diapositive un tout petit peu avec le temps et auquel prédomine chacune des urgences neurologiques dont je viens de parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sonia, pour cette présentation sur l'aspect de l'imagerie en matière de prééclampsie, aussi bien lors de l'accouchement que dans le postpartum. Donc, cette session AFOG sur la prééclampsie étant finie, j'appelle Madame Nisrine et Madame Sonia donc pour les commentaires. Et si vous avez des questions éventuellement, je donne la parole peut-être au professeur Rzaoui pour des commentaires, parce que tu ne peux pas passer un petit peu... Voilà. Préparez vos questions, nous sommes là. Donc, merci pour les trois présentations. Donc, j'avais pas demandé de parole, mais c'est pas grave. Donc, j'ai toujours dit comme quoi, en ce qui concerne l'obstétrique, il faut maîtriser l'hémorragie et la prééclampsie et éclampsie, parce que ce constituent les deux principales causes de mortalité partout dans le monde, mais essentiellement sous nos tropiques. Ceci dit, pour les indications de l'extraction en urgence, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il faut avoir un service de néonatal qui va suivre. On sait très bien que le fœtus ne va pas gagner grand-chose
au niveau intra-utérin, même à 31 semaines d'aménorrhée, si on a une diastole nulle ou bien un reverse flow avec des bradycardies, donc l'extraction doit être immédiate. Et puis après, il faut avoir un service neurologique d'Iorat qui doit suivre. D'une part, pour l'anesthésie, quand il y a une éclampsie ou bien une hémorragie génitale, donc l'HRP, vous ne l'avez pas dit, vous ne pouvez pas dire toutes les choses, c'est l'anesthésie générale. L'anesthésie générale. Et quand on dit pour l'exploration radiologique, oui, l'IRM, c'est l'idéal, mais on sait très bien, dans un service de réanimation, une personne qui est intubée, ventilée, sous respirateur, et comment on va faire? Il y a donc un staff tout autour pour pouvoir la déplacer, pour faire l'IRM et éviter donc, le conflit entre le fer, l'acier et l'IRM. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ceci dit, et c'est la raison pour laquelle pour les réanimateurs, dans des cas pareils, lorsqu'il y a une hypertension artérielle maligne ou bien lorsqu'il y a une éclampsie, c'est une anesthésie générale avec un repos cérébral 48 heures, il y a une nesdonale, hyper-oxygénothérapie justement pour agir contre l'œdème et essayer de le réveil progressif. Alors, si ce n'est pas le cas, dans ce cas, on demande un scanner ou bien l'IRM. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Voilà, vous pouvez diriger. D'accord, merci. S'il y a des intervenants dans la salle par rapport aux 3 thèmes, je rappelle que la session EFOG, c'était sur la prééclampsie. En un premier temps, on a parlé du dépistage de la prééclampsie au premier trimestre, suivi des critères d'extraction fétale, les critères de sévérité et d'extraction fétale, ensuite l'imagerie des complications neurologiques maternelles du péripartum. S'il y a d'autres intervenants. Bonjour, excuse-moi, je voulais poser la question pour les complications neurologiques, pour l'encéphalopathie régressive. Le traitement, il s'agit de quoi? Et quelles sont les précautions à prendre s'il y en a des mesures préventives? Et pour les complications de thrombose, est-ce que systématiquement, s'il y a des facteurs de risque, on doit mettre la patiente surtout en postpartum par un traitement des anticoagulants? Oui ou non? Merci. Je suis neuroradiologue et je pense que c'est des questions destinées aux cliniciens. Aux cliniciens, merci. Moi, je pense que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Ce n'est pas uniquement une seule personne, ce n'est pas uniquement le gynécologue c'est multidisciplinaire. C'est en RCP, il y a certainement les réanimateurs qui sont là, il y a certainement les pédiatres néonataux qui sont là, bien sûr les gynécologues. Et donc, les cardiologues en cas de besoin, le néphrologue, et c'est un petit peu de cette manière que l'on prend une décision commune. Mais je pense qu'il va falloir certainement travailler en cette multidisciplinarité parce que c'est ça qui donne la clé du diagnostic et la clé d'une prise en charge tout à fait adéquate. Pour les mesures préventives, par exemple, si on a des patientes à risque de thrombose, par exemple, d'antécédents, est-ce que systématiquement, en postpartum, soit l'accouchement par voie basse ou par césarienne, on va les mettre sous anticoagulants, mais pour les accouchements normaux, est-ce qu'il y a une indication de mettre sous anticoagulants s'il y a des facteurs de risque? Bien sûr. Oui ou non? Oui, et combien de jours, par exemple? On dit 5 jours. Pendant assez longtemps, hein, minimum c'est 20 jours, et puis après on verra, en fonction de l'évolution, en fonction de l'évolutivité, en fonction... Il y a un certain nombre de choses qui contribuent un petit peu. Si les choses s'arrangent un petit peu, le minimum c'est 10 jours dans le postpartum. Le minimum c'est 10 jours. Et puis on évalue un petit peu en fonction des possibilités. Mais l'anticoagulation, elle est tout à fait adéquate et tout à fait prescrite, bien sûr. Merci, Atixa. Juste une petite précision, madame, concernant le pré-syndrome. Le pré-syndrome, par définition, c'est un œdème cérébral qui est réversible. Donc, c'est l'extraction. Et généralement, l'évolution est favorable avec une restitution ad intégram, comme l'a bien détaillé le Dr Neji, sans séquelles neurologiques, que ce soit motrices ou bien sensitives. D'accord? Donc, c'est la prise en charge de la prééclampsie, le contrôle des chiffres tensionnels, la neuroprotection par le sulfate de magnésium et surtout l'extraction. Allez-y, madame. De la prééclampsie du premier trimestre, je veux savoir quelles sont les patientes, visées par ces prélèvements, en tenant compte du coût. Et à quel terme exactement est-ce qu'on fait pour les patientes qui ont des facteurs de risque ou des patientes qui ont développé déjà une HTA gravidique au cours de la grossesse, à n'importe quel terme? Alors,
Le but du dépistage, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire on va dépister madame tout le monde. Donc sans facteur de risque, sauf que, vous avez bien dit, ça coûte très cher. D'accord ? C'est pour cela que j'ai détaillé le two-step screening, c'est-à-dire on va évaluer le risque initialement en se basant uniquement sur les facteurs de risque maternels, d'accord ? La mesure de la pression artérielle moyenne, quelque chose qui est accessible à toutes les consultations. Le dosage de la PAP-A, si on en dispose dans le cadre du dépistage des aneuploïdies. Et tout ça doit être fait entre 11 et 13 semaines, 6 jours. Donc simultanément au dépistage des aneuploïdies. Le calculateur de risque va vous donner le calcul de risque. C'est disponible, c'est ouvert, un accès ouvert sur la page de la FMF. Et vous allez calculer votre niveau de risque. Si ça dépasse les 1 sur 61, ça c'est le cut-off. Alors là, vous allez compléter par le mesure de l'index de pulsatilité de l'artère utérine de façon bilatérale, d'accord, et le dosage du PLGF. Donc, on aura un coût supplémentaire, mais uniquement pour les patientes qui sont présumées à haut risque. Et là, on va diminuer le coût sans pour autant rater les patientes donc à haut risque. Et à ce moment-là, on pourra calculer le triple test proprement dit et évaluer proprement dit le risque de notre patient de développer la préclampsie. Mais la logique derrière, c'est de dépister tout le monde. Mais sinon, on va pas dépister autant de préclampsie, on ne va pas prévenir le nombre nécessaire, le number needed to screen. D'accord ? Si je me permets de rajouter un petit quelque chose, essentiellement en matière de dépistage, le plus important, je pense qu'il y a encore malheureusement dans nos contrées un certain nombre de grossesses qui ne sont pas suivies. Et donc ça, c'est vraiment un grand dommage. Voilà, c'est la consultation de premier trimestre qui est excessivement importante et malheureusement, on trouve encore dans le rural et dans un certain nombre de localités des grossesses qui ne sont absolument pas suivies. Et donc, il est de notre devoir peut-être de sensibiliser encore davantage, de parler encore davantage pour que les femmes viennent à la consultation. Il y a des centres de santé, il y a des hôpitaux tout à fait gratuitement. Et donc, finalement, il faut suivre certainement la grossesse et faire les choses un petit peu qui s'imposent. Et ce n'est que de cette manière que l'on peut éviter un certain nombre de complications, si bien le diabète gestationnel, la prééclampsie, il y a un certain nombre de choses, les aneuploïdies, il y a énormément de choses. Donc tout ça, c'est au premier trimestre et tout ça, c'est la première consultation qu'il va falloir certainement sensibiliser un petit peu les patientes. Allez-y, madame. Chez une femme aux antécédents d'une prééclampsie sévère, est-ce qu'on peut prescrire l'aspirine en préconceptionnel ? Moi, je pense que l'aspirine en préconceptionnel, bon, ça n'a pas encore été étudié, mais le plus important, c'est beaucoup plus un petit peu entre la 10e et la 14e semaine, la 16e semaine, disons. Donc c'est ça le plus important. Finalement, l'aspirine, elle prévient. C'est certainement, en matière de prévention, il n'y a que l'aspirine. Je pense que ce n'est pas pouvoir. C'est soit l'aspirine, soit la correction d'une hypocalcémie qui est documentée. Si on a une hypocalcémie, mais sinon, il n'y a pas de place à prescrire le calcium pour tout le monde. Mais en fait, balancer les risques au bénéfice de l'aspirine, là, je me pense plutôt vers la prescription, bien sûr après avoir éliminé les contre-indications, notamment l'ulcère gastro-duodénal et une éventuelle allergie aux ANS. D'accord ? Y a-t-il encore d'autres questions, d'autres commentaires peut-être ? Alors, moi je pense, pour résumer un petit peu cette question, donc il va falloir certainement que l'on se mette un petit peu en matière de dépistage. Je félicite parfaitement bien Nisrine parce que c'est une excellente présentation sur les méthodes de diagnostic, les méthodes de dépistage au premier trimestre. Et donc il va falloir certainement dans nos contrées que l'on avance un petit peu, certainement ça existe dans les pays européens, les produits pour les marqueurs, etc. Donc j'espère qu'un jour on aura un petit peu ça, parce que ça évitera un certain nombre de choses et de complications. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, comme on a dit, c'est la sensibilisation pour que les femmes viennent un petit peu à la consultation. Donc il va falloir certainement élargir un petit peu nos méthodes de sensibilisation, nos méthodes de peut-être un petit peu, je ne sais pas, un peu partout, comme ce que l'on fait pour le cancer du sein. Pourquoi pas, hein? Cancer du sein, maintenant, on est à outrance, un petit peu partout. Donc la prééclampsie, je pense qu'elle profitera également de ce genre de situation. Et puis suivre la grossesse, travailler en multidisciplinaire. Je remercie vivement Madame Sonia pour cette brillante présentation neuropédiatre. Je remercie Nisrine et je remercie toute l'assistance. La session est finie. Merci.